Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui avec Matthew O, ancien officier des Marines américains et ancien responsable du département d'État. Merci d'être venu dans l'émission. Salut Glenn, c'est un plaisir d'être ici. Encore une fois, ce n'est pas propre aux États-Unis, mais on constate qu'il y a toujours eu une fracture entre les élites politiques et le public, surtout sur la question de la guerre. Les politiciens sont souvent élus à la Maison-Blanche sur des programmes de paix, de Bush jusqu'à Trump. Mais il ne leur faut généralement que quelques semaines avant de changer de cap. Je voulais donc poser d'abord cette question. Comment interprétez-vous le désenchantement croissant à l'égard de Trump, alors qu'il s'inscrit dans cette tradition de devenir de plus en plus un président de guerre? Voyez-vous des problèmes majeurs dans la division au sein du mouvement MAGA ou dans les récentes élections locales aux États-Unis? Eh bien, vous savez, en ce qui concerne la politique étrangère, le militarisme, la guerre et la présidence, je crois que c'est Tom Woods qui a dit que peu importe qui vous élisez, vous finissez toujours avec John McCain. Et cette réalité, comme tu le décrivais, Glenn, c'est que le président, quel qu'il soit, est submergé, entraîné et pour ainsi dire obligé d'assumer les rôles d'une présidence impériale. Une partie de cela tient simplement à l'inertie, selon moi, des institutions qui entourent le président. Il n'existe tout simplement pas d'autres options disponibles. Et il faut aussi se demander quelles informations il reçoit réellement. Je peux en parler personnellement, ayant témoigné en 2009 devant le Conseil consultatif du président sur le renseignement au sujet de la qualité des informations que le président Obama recevait concernant l'Afghanistan. Je veux dire, une partie de cela tient à l'infrastructure institutionnelle qui entoure le président, qu'il s'agisse du personnel, des politiques en cours ou simplement du rôle de président impérial. Il existe aussi cette conviction, chez les démocrates comme chez les républicains, que la guerre est bénéfique pour la politique. Karl Rove a dit célèbrement à George W. Bush que les présidents en temps de guerre sont réélus. Je crois que David Axelrod et Rahm Emanuel ont dit la même chose à Barack Obama lorsqu'il débattait de l'escalade de la guerre en Afghanistan. Il y a donc une logique, aussi révoltante soit-elle, à la raison pour laquelle ils choisissent de s'engager dans ces aventures. Maintenant, il y a un coût politique aux guerres. Nous l'avons vu lors des élections de 2006, de 2008 et de 2016. Et c'est pourquoi on a observé ce changement dans la politique américaine de conduite de la guerre. Pour dissimuler les opérations militaires américaines, recourir à des intermédiaires, des sous-traitants ou à la CIA et aux forces spéciales, afin que ceux qui sont au pouvoir n'aient pas à assumer le coût politique des pertes américaines et d'autres conséquences. Je pense que tout cela est quelque chose que l'administration Trump comprend. Trump, lors de son premier mandat, était un faucon. Il a en réalité été élu sur ce que beaucoup décriraient comme une plateforme anti-guerre. Des éléments montrent que les électeurs, en particulier dans les régions du pays, ayant subi un grand nombre de pertes pendant les guerres d'Irak et d'Afghanistan, ont choisi Trump plutôt que Clinton à cause de ces conflits. Mais il est assez clair que dès qu'il entre en fonction en 2017, ce n'est pas ce qu'il va faire, que ce soit son immense escalade de la guerre en Afghanistan ou son soutien accru à l'Ukraine. On voit bien qu'il n'est pas le président anti-guerre que beaucoup pensaient qu'il pourrait être. Ce changement l'a de nouveau aidé lors de la dernière élection. Et c'est pourquoi, je pense, les gens ont le sentiment d'avoir encore été dupés, qu'on leur a retiré le tapis sous les pieds. Il n'est pas, vous savez, sous le contrôle de quelque chose de sinistre ou d'une présence de type machiavélique ou à la Rasputin. Mais on voit clairement que sa compréhension de l'Empire diffère de celle de tous ses prédécesseurs, même s'il reste un président impérial. Et cela implique,
sinon d'étendre l'Empire, du moins de le maintenir, bien sûr, en utilisant l'armée lorsque cela est nécessaire. Parce que j'ai parlé avec des hommes aux États-Unis qui ont été assez séduits par son message initial, à savoir que cela n'est tout simplement pas durable. Et cela s'accorde d'ailleurs avec de nombreuses hypothèses théoriques, selon lesquelles toute la structure de l'Empire, comme vous le dites, reposait sur une distribution unipolaire du pouvoir. La préoccupation, bien sûr, est que si de nouveaux centres de pouvoir émergent, tenter de maintenir un empire épuiserait simplement les États-Unis et inciterait les grandes puissances du système international à coopérer pour contrebalancer collectivement les États-Unis. Ce n'est donc pas une stratégie gagnante. C'était donc un raisonnement très logique pour expliquer pourquoi il était dans l'intérêt national des États-Unis de se retirer, de retrouver leurs forces, de créer un équilibre des puissances plus naturelles en Eurasie, afin que ces grandes puissances s'équilibrent naturellement entre elles si les États-Unis n'étaient pas aussi fortement présents. Trump semblait alimenter cette base qui y croit encore. Mais ils se sont détachés de Trump tout en conservant cette idée. Voyez-vous, surtout si l'on considère la question israélienne, je trouve intéressant que l'on ait maintenant des personnalités comme Tucker Carlson et Candace Owens, des figures assez importantes, qui disent très ouvertement, « Eh bien, pourquoi soutenons-nous Israël de cette manière? Si nous ne pouvons pas expliquer en quoi cela sert notre intérêt national, alors nous ne devrions pas le faire. » C'est cela que devrait signifier America First. Voyez-vous Trump perdre le contrôle de ce mouvement America First? Je veux dire, les deux partis ont perdu en position, en statut et en soutien à cause d'Israël. Le Parti démocrate, plus encore que le Parti républicain. Kamala Harris a perdu l'élection pour cette raison. Nous savons que si Harris avait adopté une position en faveur d'un embargo sur les armes contre Israël, l'opinion publique nous indique qu'elle aurait remporté des États clés et l'élection. Les démocrates ont choisi, en 2024, de maintenir leur relation avec le lobby israélien au détriment de la victoire électorale. C'est là que se trouvent les démocrates sur cette question. Aujourd'hui, les républicains, en particulier les plus jeunes d'entre eux, comme tu l'as dit Glenn, on observe ce désenchantement, cette prise de distance vis-à-vis des engagements et des relations de longue date liées au récit américano-israélien. Donc surtout chez les jeunes républicains, on voit ce changement. Je pense que pour Donald Trump, l'enjeu ne se limite pas à maintenir la relation avec ses donateurs politiques, comme Miriam Adelson, qui, avec son défunt mari, a donné, je crois, près d'un demi-milliard de dollars au total sur 3 élections à Donald Trump et au Parti républicain. Et maintenant, Adelson déclare qu'elle donnera 20 millions de dollars pour évincer Tom Massey, le grand représentant libertarien du Kentucky, en raison de son opposition à Israël. Il y a donc certainement une inquiétude au sein du Parti républicain. Nous devons en faire davantage, nous devons empêcher toute rupture avec cette relation de longue date que nous entretenons avec le lobby israélien en tant que prolongement de notre relation avec Israël lui-même. Mais je pense que dans l'ensemble, ils considèrent cela comme presque magique. Ils pensent qu'il suffit d'y injecter de l'argent. On voit de plus en plus de rapports sur l'ampleur et la portée des campagnes de propagande lancées par le gouvernement israélien pour reconstruire ce qu'il a perdu au sein de la population américaine. Et fait intéressant, ils concentrent leurs efforts sur ceux qui ont été des soutiens de longue date d'Israël, en particulier parmi les chrétiens évangéliques blancs. Donc vous savez, dans le cas de Donald Trump,
cette continuité de la relation avec Israël tient aussi, je pense, à un intérêt personnel. Et je pense que particulièrement avec le plan envisagé pour Gaza, il y a une volonté de s'enrichir. Certainement une volonté, comme l'ont exprimé Steve Witkoff et Jared Kushner dans leur projet de reconstruction de Gaza. Et comme l'a exprimé Donald Trump à travers ses diverses vidéos d'IA, montrant la construction de complexes touristiques, et Dieu nous aide, probablement de casinos ou quelque chose du genre. Vous savez, il y a cette idée d'en tirer quelque chose. Donc cette base transactionnelle, je pense, sous-tend la relation de Trump avec Israël. Et à moins qu'il n'existe quelque chose de plus fort, quelque chose offrant un levier ou un gain plus important pour Donald Trump, je pense qu'il restera attaché à Israël dans un avenir prévisible. Comment interpréter l'élection de Mamdani à New York? C'est un bon indicateur que le sentiment est en train de changer, dans le sens où les gens sont prêts à miser sur un populiste de gauche pour s'attaquer à certains problèmes économiques, ainsi qu'à la question de la guerre, bien sûr. Mais je ne dis pas que cela entraînera nécessairement des changements de politique. Encore une fois, c'est New York, pas la Maison-Blanche. Nous avons eu des figures comme Obama aussi, qui ont en quelque sorte mené campagne sur le même populisme de gauche. Le changement, une rupture avec les politiques ratées du passé. Et encore une fois, c'est bien d'être élu de cette manière, mais cela ne signifie pas forcément qu'il y aura beaucoup de changements. Cela reste néanmoins un indicateur de l'évolution de l'opinion. Quand vous savez, il semblait très improbable qu'une personne comme Mamdani puisse être élue il y a seulement quelques années. Eh bien, il s'inscrit dans cette lignée, n'est-ce pas? Et nous devons préciser, Glenn, que New York est New York, et que New York est différente du reste des États-Unis. C'est comme lorsque je suis allé en Allemagne et que j'ai visité Berlin. Les gens disent, « Tu n'as pas été en Allemagne, tu as été à Berlin. » C'est la même chose quand tu vas au Royaume-Uni et que tu visites Londres. Tu as été à Londres, pas en Angleterre. Et certainement pas dans les autres régions du Royaume-Uni. Donc New York, c'est un peu ça. C'est un endroit unique. C'est très à gauche, un bastion démocrate. Ça l'a toujours été pendant toute ma vie. Et je pense que ce que tu as vu, c'est la ligne qui a commencé avec Barack Obama. Et Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, il existe un désir économique populiste parmi les électeurs démocrates de changer le système. Pas seulement d'apporter des solutions ponctuelles ou simples, des ajustements. Pas seulement de proposer des remèdes immédiats aux problèmes, comme accorder une subvention pour ceci ou modifier le code fiscal pour cela, mais plutôt un changement systémique. Et je pense que c'est ce que Mamdani promet. Mamdani offre une aide à ceux qui ont le sentiment d'être submergés. Je pense que beaucoup d'Américains voient, même si cela se manifeste à travers New York, parce que, comme je le dis, Glenn, Mamdani est à New York, et New York est particulière, un enthousiasme pour sa campagne dans tout le pays. Et donc on peut dire en quelque sorte que New York montre la voie. Ainsi va New York, ainsi finira par aller le pays. Comme va New York, dans 5, 10, 15 ans, vous verrez cela se reproduire à travers tout le pays. Et je pense que c'est tout à fait pertinent. Ce qu'il a mis en lumière ici, c'est cette idée que tant d'Américains sont submergés, que tant d'Américains sont écrasés par les charges. N'est-ce pas? Quand on en vient à la base de ce qu'est réellement l'inégalité de richesse, on parle du fardeau injuste et inéquitable qui pèse sur les travailleurs. Et nous ne devrions même plus dire travailleurs, car aux États-Unis, la réalité est que les fardeaux auxquels fait face la classe ouvrière sont les mêmes que ceux auxquels fait face la classe moyenne. Vous avez 60% des Américains qui gagnent plus de 100 000 $ et qui vivent d'un chèque de paie à l'autre.
Et bien que la réalité de ce mode de vie soit bien sûr différente pour un travailleur de la classe ouvrière et pour quelqu'un de la classe moyenne, au fond, ce sont les mêmes angoisses, les mêmes frustrations, les mêmes peurs. Et ce poids des charges qui pèsent sur les familles américaines, qu'il s'agisse des coûts de santé, du logement, des services publics comme l'électricité et l'eau, de la garde d'enfants ou simplement du trajet pour aller travailler, c'est ce sur quoi Mamdani s'appuie. C'est cela qu'il met en lumière et qu'il exprime, la réalité vécue par tant d'Américains. Il est tout simplement trop cher de vivre sa vie et d'avoir encore un peu d'argent sur son compte en banque à la fin du mois. Cela va donc bien au-delà du simple « nous allons accorder un crédit d'impôt, nous mettrons des milliers de dollars supplémentaires dans les poches des gens, cela les aidera ». Il s'agit en réalité de s'attaquer à l'injustice fondamentale, à la corruption fondamentale du système économique américain. Et c'est précisément ce qui terrifie les démocrates de l'establishment, les démocrates centristes, et bien sûr la classe des milliardaires qui ont donné tant d'argent, versé tant d'argent, pour tenter d'empêcher Mamdani d'accéder au pouvoir. Il se produit cependant une division intéressante et différente. Par le passé, on pouvait constater, encore une fois, ce n'est pas seulement à droite qu'il existe des désaccords sur ce qui devrait définir la droite, mais aussi à gauche. Je pensais récemment à un tweet de Kamala Harris à propos du décès de Dick Cheney. Au début des années 2000, il était plus ou moins considéré comme l'incarnation du mal par beaucoup de personnes de gauche, simplement en raison du rôle qu'il avait joué dans la guerre en Irak, qui a créé beaucoup de souffrance aux soldats américains, mais aussi bien sûr à la population irakienne. Elle est sortie et a tweeté qu'il était un serviteur public dévoué, célébrant plus ou moins son héritage. Maintenant, Oui, vous savez, on peut comprendre qu'il y ait un désir de parler avec bienveillance des personnes lorsqu'elles disparaissent. Mais il est curieux de voir à quel point on observe souvent cette sorte de récupération entre différentes forces politiques. On dirait presque que quelqu'un à gauche essaye de rallier certains électeurs néoconservateurs qui se sentent exclus par l'orientation de Trump. C'est très difficile à interpréter pour les observateurs extérieurs. Comment évaluez-vous cela? Oui, tu entres dans une sorte de critique ou d'interprétation de l'élite américaine, n'est-ce pas? La classe dirigeante et les différentes strates et cliques qui existent en son sein. Plus précisément en termes de pouvoir politique, la perception au sein de l'establishment, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, de Trump comme un outsider. Et donc, cet homme, Dick Cheney, qui était un criminel de guerre, qui, tu sais, a autorisé la torture, qui a autorisé d'énormes violations des libertés civiles américaines, des violations du 1er, du 4e et du 5e amendement. Cela s'appelait Stellar Wind, lorsque l'administration de George W. Bush espionnait le public américain, leurs appels téléphoniques interceptaient leurs messages. Tu sais, je veux dire, cet homme était un criminel à un point tel qu'on pourrait faire tout un épisode là-dessus, Glenn, rien qu'en parcourant la carrière de Cheney. Et eh bien, comme tu l'as décrit, l'incarnation du mal, c'est-à-dire sa volonté de tirer profit de la douleur et de la souffrance des autres, sans parler de son mépris total pour la loi, qu'il s'agisse du droit fédéral américain, de la Constitution des États-Unis ou bien sûr du droit international. Et donc, tu as vu ce qui s'est passé à la fin de la vie de Cheney. Il s'est opposé à Donald Trump. Et cela a fait de lui, désormais, une sorte de cause, tu sais, une célébrité, si l'on peut dire. Il devient une icône parmi les démocrates. Un homme avec lequel, oui, nous ne sommes pas d'accord, mais voyez-vous, au fond, c'est un patriote. Au fond, c'est un démocrate. Il est comme nous, contrairement à Donald Trump.
alors nous pouvons pardonner le fait que peut-être sa guerre en Irak a tué 4500 soldats américains et peut-être jusqu'à 1 million d'Irakiens. Nous pouvons pardonner cela parce qu'en ce moment, il est un démocrate. Il est un patriote. Et cela nous ramène à ce clan, n'est-ce pas? Ces concentrations de pouvoir à l'intérieur du pouvoir. Et ce n'était pas seulement Harris qui l'a loué. C'était Bill Clinton, c'était Joe Biden. C'était Nancy Pelosi, donc la vieille garde démocrate. Mais l'idée d'utiliser Dick Cheney, et surtout sa fille, Liz Cheney, devenue une célébrité parmi les démocrates, parce qu'elle était une républicaine qui s'était opposée à Donald Trump, peu importe que ses politiques, ses votes, ses opinions ne différaient en rien de ceux de son père. Elle devrait être tout aussi répugnante pour quiconque se dit libéral ou de gauche que son père l'était. Mais parce qu'elle s'est opposée à Trump, et parce que notre système politique aux États-Unis repose fondamentalement sur des questions d'identité, cela a suffi non seulement à réhabiliter Dick Cheney, mais aussi à faire de Liz Cheney la coqueluche du Parti démocrate. N'est-ce pas? Je veux dire au point, Glenn, que Liz Cheney est la personne qui apparaît le plus souvent sur scène avec la vice-présidente Harris pendant sa campagne présidentielle. Je veux dire, c'est tout simplement stupéfiant de penser que le Parti démocrate, le DNC et la campagne de Harris puissent dire que la meilleure personne à avoir sur scène avec leur candidate, c'est Liz Cheney. Mais c'était ça, la frénésie. C'est l'état d'esprit d'un parti tellement attaché au maintien du statu quo, tellement dévoué à la recherche du pouvoir comme une fin en soi, et tellement déterminé à le poursuivre à travers la question identitaire, qu'ils vont utiliser Liz Cheney comme la plus éminente porte-parole de Harris. Donc vous voyez, face à cette réalité, on peut comprendre pourquoi le Parti démocrate est encore moins populaire que Donald Trump. Et, vous savez, la popularité de Trump, bien qu'elle soit en déclin, n'est toujours pas catastrophique. Vous savez, au cours du dernier mois environ, sa cote a baissé, notamment en lien, je pense, avec les fermetures du gouvernement. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, la semaine dernière, il était à 43%, ce qui n'est pas très éloigné de ses prédécesseurs. Et avant le début de la fermeture, il était à 46%, ce qui était en fait mieux que n'importe lequel de ses prédécesseurs à ce stade. Et maintenant, il semble que la fermeture touche à sa fin avec la capitulation du Parti démocrate par le biais de 7 sénateurs ce matin. Nous allons probablement assister à un rebond de la popularité de Donald Trump pour revenir, oui, autour de 45%, là où de nombreux présidents américains se situent souvent. C'est intéressant pourtant de constater que beaucoup d'électeurs américains semblent vouloir du changement, alors que Kamala Harris n'aurait pas pu signaler plus clairement le statu quo. Oui, oui, oui. Ouais. Je veux dire, l'une des premières choses qu'elle dit, Glenn, c'est quelque chose comme « Je ne ferai rien de fondamentalement différent ». Tu vois, elle ne changerait rien. Et puis tu sais, ce point est bien souligné par la commentatrice Brianna Joy Gray, que dans les premières semaines après avoir obtenu l'investiture, Harris ne donnait aucune interview aux médias et très peu de déclarations sortaient de la campagne. À part, rien ne va changer. Je ne serai rien de fort de quand Joe Biden au Corrigan Zani. La seule politique qui a été clairement énoncée était qu'elle ne se détacherait pas d'Israël. Et encore une fois, cela sans disposer de toutes les données sur l'opinion publique, n'est-ce pas? Tous ces sondages nous ont montré que c'était une question qui pouvait lui coûter des millions de voix et probablement la présidence. Et encore une fois, les démocrates, désireux de maintenir ce statu quo à tout prix, ont estimé que préserver une relation avec le lobby israélien était plus important que de remporter réellement l'élection présidentielle.
Eh bien, à un certain moment, cependant, si l'on ne change pas de soi-même, le changement finira par s'imposer à vous. C'est-à-dire que Ron Paul a fait un commentaire une fois, je crois que c'était il y a plus d'1 an, mais je l'ai trouvé pertinent. Il soutenait que nous avons aujourd'hui l'occasion de réduire l'Empire de manière organisée afin de préserver la République. Mais si nous échouons à le faire, cette décision sera prise à notre place. Tout s'effondrera, de façon incontrôlée, et cela nuira alors à la République. J'ai trouvé cela intéressant, car il semble effectivement que les États-Unis se soient épuisés dans une large mesure, non seulement avec la montée des puissances à travers le monde, comme je l'ai mentionné, mais aussi parce que les États-Unis semblent avoir trop étiré leurs forces armées. Là encore, pas seulement en termes d'argent et de matériel militaire, mais aussi en raison du manque croissant de soutien de la part des soldats et du public. Pensez-vous que la politique étrangère soit durable sous sa forme actuelle? Non, je ne le pense pas. Et tu as souligné plus tôt, Glenn, cette réévaluation de l'Empire par l'administration Trump, en comprenant que l'Empire tel qu'il est ne peut pas être soutenu. Et c'est là que Trump rompt fondamentalement en tant que président impérial avec ses prédécesseurs. Si l'on regarde par exemple particulièrement l'administration Biden à travers Jake Sullivan ou Tony Blinken, il y a cette idée qu'ils ne renonceront pas à l'Empire. On peut examiner leurs décisions, bien sûr, mais l'idée de préserver l'Empire, en particulier celle de préserver les États-Unis comme puissance unipolaire, demeure. Et cela remonte à l'administration de George H.W. Bush, avec la politique mise en place selon laquelle les États-Unis sont la puissance principale dans le monde, la seule superpuissance, et que tout doit être fait pour maintenir cet état de fait. Toute menace qui surgit doit être détruite. C'est la politique de toutes les présidences qui ont suivi jusqu'à celle-ci. Et ce n'est pas une approbation de ce que fait Trump. J'ai mes propres opinions sur ce que nous devrions faire, mais pour essayer de comprendre ce qu'il fait, je crois, comme tu le disais, Glenn, que c'est cette idée de consolidation, c'est l'idée que nous ne faisons pas face à un monde multipolaire. Nous sommes déjà dans un monde multipolaire. Ce n'est pas quelque chose qui se produira dans 5, 10 ou 15 ans. Cela existe déjà. Et il ne s'agit pas seulement des États-nations. Il n'y aura plus de puissance dominante ni d'alliance dont il faudra se soucier de la même manière. Ce sont ces formations de pays, ces groupements comme les BRICS, qui sont fongibles, flexibles et permettent aux nations d'appartenir à plusieurs ensembles, sans les engagements fermes de, disons, la guerre froide, où il était clair que vous étiez à l'ouest, à l'est, ou peut-être dans le mouvement des non-alignés. Ce que nous voyons, c'est un monde multilatéral, un monde multipolaire, accompagné de la dissolution de toute forme d'ordre international. Je pense que l'un des principaux enseignements des 5 dernières années en particulier a été la dissolution de la structure internationale, qu'il s'agisse des institutions ou du droit international. Je pense que l'affaiblissement et l'irrélevance du droit international et des institutions internationales comme les Nations Unies ne feront que s'aggraver. Cela devient donc en quelque sorte un champ libre, si l'on peut dire, sans rien au-dessus pour offrir une apparence de structure ou d'ordre. On peut bien sûr critiquer cela en se demandant à quel point tout cela était déjà fragile, mais au moins cela existait. Et je pense que l'administration Trump en est consciente et que leur idée est que nous devons nous replier, nous devons nous consolider. Je pense que c'est pour cela qu'il y a cette insistance sur l'hémisphère occidental, aller vers, vous savez, ce qu'ils appellent la doctrine Monroe, se consolider ici, dans l'hémisphère occidental. Cette idée de friendshoring, qui est bien sûr un euphémisme, signifie en réalité le contrôle de ces pays, en veillant à ce que les ressources dont nous avons besoin, les importations, etc.,
proviennent de capitales qui sont fermement sous notre contrôle. L'idée n'est pas de nous étendre dans des endroits où nous n'avons pas d'intérêt réel et tangible, où l'on ne peut pas prouver, vous savez, à l'aide d'un ensemble de données, ou peut-être d'une liste de contrôle sur une feuille Excel ou autre, que cela est fondamental dans le sens où cela apporte une forme d'avantage aux États-Unis. Nous ne devrions pas dépenser nos ressources. Et un exemple concret, bien sûr, c'est la manière dont l'administration Trump semble se satisfaire de laisser les Européens poursuivre la guerre en Ukraine. Ils y voient des avantages pour les États-Unis, mais pas dans le sens où nous devrions utiliser nos propres ressources. Nous avons vu cela, Glenn, c'était en février ou en mars, au moment où cette administration commençait sa campagne contre les Yéménites en mer Rouge. Et il y a eu ces messages signal divulgués, et je ne me souviens plus si c'était Waltz ou Vance qui écrivait « Pourquoi faisons-nous cela? Seulement 6% de notre commerce, ou quel que soit le chiffre, passe par la mer Rouge. Ce n'est pas notre problème, n'est-ce pas? » Je pense donc qu'il existe cette compréhension qui imprègne une grande partie de l'administration Trump. L'autre aspect également, c'est que vous avez maintenant un conseiller à la sécurité intérieure, Stephen Miller, qui détient un pouvoir sans précédent pour un conseiller à la sécurité intérieure. Je ne pourrais même pas citer le nom d'un précédent conseiller à la sécurité intérieure. Vous savez, des secrétaires à la sécurité intérieure, oui. Mais le conseiller à la sécurité intérieure, aujourd'hui, comme vous le savez, Stephen Miller, occupe ce rôle avec la même importance, la même primauté à la Maison-Blanche qu'un conseiller à la sécurité nationale. Et donc on voit une conception de la politique étrangère américaine qui doit intégrer les priorités de la politique intérieure d'une manière qui dépasse notre compréhension habituelle. Comme on l'apprend dans un cours d'introduction aux relations internationales, la politique étrangère est en fin de compte le reflet de la politique intérieure. Vous savez, ça va 2 ou 3 étapes plus loin que cela. Donc, si vous regardez, disons, l'hémisphère occidental, cette destruction, ces exécutions extrajudiciaires, ces meurtres de personnes dans des hors-bords dans le Pacifique et dans les Caraïbes, on peut comprendre cela comme Stephen Miller, le conseiller à la sécurité intérieure, le considérant comme nécessaire, comme faisant partie intégrante, si vous voulez, de ces politiques de détention et de déportation de masse aux États-Unis. Tout cela fait partie, faute de meilleurs termes, de la purification des États-Unis que Miller pousse avec tant d'ardeur. Je pense donc que l'on voit ces différents aspects se combiner pour former une sorte de méthode dans la folie de la politique étrangère de Donald Trump. Bien sûr, il y a beaucoup de folie là-dedans. Je veux dire, il existe certainement encore une idéologie néoconservatrice latente. On la voit parmi ses principaux conseillers. On en perçoit aussi les aspects transactionnels. Nous en avons un peu parlé à propos de Gaza, par exemple. On voit clairement la pétulance, le tempérament de Donald Trump lui-même. Je vais imposer des droits de douane au Brésil parce qu'ils ont emprisonné mon ami Bolsonaro. N'est-ce pas? Je veux dire, il y a encore tous ces autres éléments qui entrent en jeu. Ce n'est certainement pas une doctrine comme celle que Kissinger ou Brzezinski auraient pu rédiger, mais c'est, je pense, une doctrine ou une grande stratégie, si l'on veut, qui possède une certaine cohérence rationnelle, qu'on soit d'accord ou non. Mais je pense qu'elle existe bel et bien. Eh bien, lorsqu'on parle du monde ayant déjà basculé vers une répartition multipolaire du pouvoir et qu'on reconnaît que les politiques doivent s'adapter à ces réalités, la question demeure, quel type de politique? Car il existe différentes manières de réagir. Certains voudraient restaurer l'ordre unipolaire. D'autres diraient qu'il faut se retirer de l'Empire, rentrer chez soi et reconstruire sa force. D'autres encore diraient qu'il faut se concentrer sur certaines zones, pas sur d'autres. Mais alors, bien sûr, sur quelles zones se concentrer?
C'est complexe, ça crée beaucoup de divisions. Et bien sûr, Trump, je pense que lui, eh bien, tu l'as évoqué. Je pense qu'il ne veut pas nécessairement abandonner l'Empire. Il veut plutôt un meilleur retour sur investissement. Donc, en quelque sorte, obtenir un tribut. Oui, exactement. Je pense, Glenn, que cette expression « retour sur investissement » correspond tout à fait à sa manière de voir les choses. Je veux dire, il faut se rappeler que c'est un magnat de l'immobilier, non? C'est là qu'il a bâti sa fortune, c'est ainsi qu'il a grandi. Son père avait une entreprise immobilière florissante, n'est-ce pas? C'est sa vision du monde, son état d'esprit. Il a été conditionné toute sa vie à penser que si un quartier ne rapporte pas, si l'on ne récupère pas son argent en y construisant des condominiums, des hôtels ou autre chose, alors il faut en trouver un autre. De la même manière, son mépris pour ceux qui habitent ces quartiers est bien connu aussi. Il croit que la propriété revient à celui qui peut la saisir, à celui qui peut la prendre. Et donc, son mépris, bien sûr, pour d'autres peuples, je pense, reflète la manière dont il s'est comporté dans ses affaires immobilières pendant de nombreuses décennies. Mais oui, je veux dire, en ce qui concerne les politiques que vous examinez, eh bien, vous savez, avec cette administration, vous avez affaire à Donald Trump. Et donc, vous avez un homme qui, au début de son mandat, disait vouloir réduire les armes nucléaires, voulait s'en débarrasser. Et maintenant, bien sûr, il parle à nouveau d'essais nucléaires. C'est une administration qui disait être disposée à parler avec les Russes, voulait rester dans le contrôle des armements. Et puis, lorsque les Russes ont proposé une prolongation du traité New START, les Américains, à ma connaissance, ne leur ont toujours pas répondu. Et cela fait quoi, au moins un mois maintenant? Vous savez, il y a donc les problèmes de compréhension, d'analyse et de prévision de cette administration, parce qu'avec Donald Trump, ce que vous obtenez le matin peut ne pas être la même chose que ce que vous obtenez l'après-midi. Donc en termes de politique spécifique, je pense qu'il pourrait être difficile, tant que Trump est président, de déterminer cela. Mais je pense que si sa vision devient celle que, disons, J.D. Vance défend, si Vance poursuit cette présidence après le départ de Trump, alors on comprend mieux cette idée des États-Unis s'installant dans le rôle d'un empire toujours existant, peut-être le principal empire du monde, mais un empire consolidé dans l'hémisphère occidental. Il conserve encore ses vassaux en Europe, ainsi qu'en Corée du Sud, au Japon et en Australie, mais entretient alors des relations beaucoup plus flexibles. Et en particulier, les relations fondées sur des associations bilatérales, donc d'un pays à un autre, plutôt que relevant de tout type d'accords, de traités ou d'institutions internationales. C'est donc une manière très réactive, très flexible d'aborder le monde. Vous savez, on pourrait pousser le cliché de 1984 encore plus loin, dans le sens où un jour on est en guerre avec une nation, et le lendemain on est en paix avec elle. Et je pense que c'est peut-être vers cette structure que la présidence Trump tend, et qu'une présidence Vance maintiendrait. En procédant ainsi, comme vous le décrivez, les États-Unis seraient mieux à même de s'équilibrer dans un monde multipolaire, contrairement à la manière dont les républicains ou démocrates néoconservateurs traditionnels souhaitent maintenir cette structure unipolaire, préserver la primauté américaine. Quand je pense à la présidence Biden et aux décisions prises, disons par Sullivan et Blinken, je pense au poème de Dylan Thomas, « Ne pars pas doucement dans cette bonne nuit, lutte contre l'extinction de la lumière », n'est-ce pas? Et le danger, bien sûr, vous savez, nous avons une expression aux États-Unis, une mule mourante donne les coups de pied les plus forts. Alors on peut imaginer les dangers qui viennent d'un empire mourant qui refuse de reconnaître la réalité du monde, qui refuse d'abandonner son statut de seule superpuissance, alors que ce temps est depuis longtemps révolu. On peut imaginer les dangers d'un empire mourant qui se débat,
tout comme une mule mourante. C'est une analogie intéressante, aussi bien en ce qui concerne les affaires immobilières de Trump que sa politique étrangère. Je n'y avais pas pensé exactement en ces termes, mais je me souviens avoir regardé de vieilles vidéos de Trump des années 1980 et du début des années 1990, lorsqu'il passait à la télévision chez Oprah Winfrey, et qu'il faisait remarquer, vous savez, on parlait d'abord de ses transactions immobilières, puis il passait aussitôt à la politique étrangère, et il disait « Pourquoi les Japonais ne nous paient-ils pas pour leur sécurité? Nous assurons leur sécurité. Ils devraient nous payer. » Il adoptait donc une approche très axée sur les affaires. Mais en ce qui concerne les divisions, c'est intéressant, non seulement dans la politique américaine, mais on pourrait aussi inclure l'Europe dans ce camp. Aux États-Unis, même si la politique devient très polarisée, il semble toujours y avoir un consensus bipartisan lorsqu'il s'agit d'entrer en guerre. Je pense qu'une partie de cela vient de l'ordre unipolaire. Bien sûr, il y a beaucoup de consensus hérité de la guerre froide, mais dans l'ordre unipolaire, lorsque certains aspirent à la primauté mondiale et que d'autres défendent des valeurs démocratiques libérales qui doivent être protégées par le leadership américain, il existe une sorte de mariage contre nature. Ils se définissent mutuellement. Mais dans un système multipolaire, je pense que Trump surestime peut-être la mesure dans laquelle il peut choisir ce qu'il veut prioriser. Car il faut s'attendre à davantage de résistance, à la fois de la part de la classe politique et de la société. Il faut établir des priorités quand on ne peut pas être partout en même temps. Mais alors, que faut-il prioriser? Jusqu'à présent, on dirait que Trump dit, vous savez, nous voulons l'hémisphère occidental, et bien sûr l'Asie, parce que c'est là que se trouve la Chine. Mais ensuite, il faut se détourner de l'Europe. Et une fois que vous vous détournez de l'Europe, la question se pose, qu'advient-il du partenariat avec l'OTAN? Il y aura des querelles internes. Et le retrait du Moyen-Orient. Il faudra... Eh bien, beaucoup demanderont à réduire les liens avec Israël, car c'est ce qui entraîne l'Amérique dans la région. Et soudain, vous aurez ces luttes internes. Je ne sais pas, c'est très étrange, car on a souvent l'impression qu'ils perçoivent le système multipolaire, mais qu'ils ne l'ont pas encore vraiment assimilé. Autrement dit, chaque fois que nous regardons la Turquie, par exemple, elle penche parfois un peu vers la Chine et la Russie. Et en Europe aussi, la première réaction est toujours « Oh, vont-ils s'aligner avec eux contre nous ?» On dirait qu'ils ne comprennent pas que ces pays veulent simplement diversifier leurs relations et traiter avec les deux camps. C'est la même chose avec l'Arabie saoudite. Même Trump avait fait un commentaire lorsque Modi avait décidé d'aller en Chine pour rencontrer Poutine et Xi. Il avait tweeté quelque chose comme « L'Inde a choisi la Chine et la Russie. Je leur souhaite bonne chance. » On aurait dit, vous savez, qu'il avait le cœur brisé, comme si quelqu'un l'avait trompé. C'était un tweet intéressant, mais encore une fois, il reflétait un peu la même idée. Mais l'Inde n'a jamais voulu choisir la Russie et la Chine plutôt que les États-Unis. Elle voulait simplement diversifier ses partenariats. Elle souhaitait vivre dans un monde multipolaire où elle pourrait traiter avec tout le monde. Ce sont les Américains qui ont imposé des sanctions ou des droits de douane. Ce sont les Américains qui ont menacé de sanctions secondaires en leur disant « vous devez choisir ». L'Inde n'a jamais voulu choisir. Elle souhaite toujours entretenir une relation très étroite et productive avec les États-Unis. Mais, vous voyez, l'administration Trump et plus largement, l'establishment politique de Washington n'était pas prêt à accepter ce type de monde multipolaire, où les pays ne voudraient pas nécessairement s'aligner uniquement sur Washington.
Je veux dire, c'est là un problème fondamental de la grande stratégie de Trump. Tout passe par Trump. Et cela ne repose ni sur des principes, ni sur des institutions, ni sur des accords. Je pense que cela suscitera une énorme résistance aux États-Unis, car cela rompt avec une compréhension vieille de plusieurs décennies de ce que l'Empire américain devrait faire à l'étranger, de la manière dont il devrait se comporter. D'une part, encore une fois, il y a cette idée d'abandonner son autorité en tant que puissance unipolaire. Mais il y a aussi d'autres aspects. Je veux dire, tant d'élites de la politique étrangère américaine, ainsi que les acteurs au sein de cette politique, sont des disciples, des acolytes d'Henry Kissinger ou de Zbigniew Brzezinski. Et donc, ils voient le monde comme un échiquier. Ils comprennent le monde comme une carte, comme dans le jeu Risk. Ainsi, avoir ce type de politique étrangère fondée sur la prise de décision personnelle de Trump est très difficile à accepter pour eux. Et c'est pourquoi je pense que quel que soit son successeur, il aura du mal, pas de manière insurmontable, mais tout de même, à la maintenir, simplement parce que l'inertie existe depuis des décennies. Et cela, bien sûr, est désastreux pour les États-Unis. Vous savez, on s'en rend compte avec le tweet qu'il a envoyé. Il en a aussi envoyé un autre lorsque Vladimir Poutine était en Chine, accusant Poutine et Xi Jinping de comploter contre lui. Je veux dire, une grande partie de tout cela est personnel. Et on le voit, Glenn, dans la mise en œuvre de la politique américaine. On voit qui dirige les principaux efforts de politique étrangère des États-Unis en matière de guerre et de paix. C'est Steve Witkoff. C'est pas le département d'État américain. Et Witkoff n'a même pas d'équipe. C'est juste Steve Witkoff et son iPhone ou peu importe. Et qui est son compagnon? C'est Jared Kushner. Encore une fois, quelqu'un qui ne fait pas partie du gouvernement, qui n'a pas d'équipe. Ainsi, toutes ces négociations de haut niveau, de type main de l'histoire, sont menées par deux hommes qui ne font pas partie du gouvernement américain, qui ne font pas partie des institutions. De plus, ce sont son gendre et son ami du secteur immobilier. On voit donc très clairement le caractère personnel de tout cela. Ce qui, bien sûr, complique les choses pour tout autre pays, cherchant à comprendre comment s'intégrer dans la structure américaine, comment s'inscrire dans la politique étrangère des États-Unis. C'est extrêmement difficile. Et ainsi, on se retrouve dans une situation où pour l'Inde, il s'agit de savoir si nous devons suivre les caprices d'un individu, l'empereur, ou si nous devons poursuivre notre volonté d'adopter une approche multilatérale du monde. Certains pays cherchent à ménager les deux côtés, d'autres ont clairement indiqué ce qu'ils allaient faire. Certains, bien sûr, se sont inclinés et ont baisé l'anneau. Il y a une semaine, lors de la visite de Donald Trump en Asie, la nouvelle première ministre du Japon déclarait avec enthousiasme qu'elle allait le nommer pour le prix Nobel de la paix. Puis il s'est rendu en Corée, où le président Lee a surpassé la première ministre Takashi en remettant à Trump la médaille d'honneur coréenne pour la paix, ainsi qu'une couronne en or. Je veux dire, la prise de décision de plusieurs nations est claire. Elles resteront des vassals de l'Empire et iront dans le sens du vent Trump. On pourrait avoir toute une conversation sur les raisons pour lesquelles ces États choisissent de faire cela, mais c'est un fait. Les États, vous savez, la Corée, le Japon, l'Australie, les Européens, considèrent que maintenir le statu quo, aussi médiocre soit-il, est une meilleure option que de se lancer seul. Ils sont tellement vidés, tellement creux. Ils n'ont aucune capacité à agir dans le monde par eux-mêmes, sauf en tant que partie de l'Empire américain. Et en particulier pour ceux qui sont au pouvoir, ils ne voient aucun résultat possible en quittant l'Empire américain qui soit meilleur que le statu quo. Alors ils vont le maintenir, même s'ils sont constamment humiliés par le président américain. Je veux dire, souvenez-vous de cette photo des dirigeants européens, assis comme des écoliers devant le bureau de Trump ou à Sharm el-Sheikh,
où il les a tous alignés derrière lui. Et il parle pendant 45 minutes, avec ses chefs d'État debout maladroitement, remuant sur place, les mains dans les poches, fatigués. C'est évidemment humiliant. Et ils sont prêts à accepter cela pour conserver leur position dans l'Empire américain, plutôt que de prendre leur indépendance. Je pense que c'est quelque chose que la Maison-Blanche comprend et sur quoi elle compte. Je pense que tous les Européens sont devenus une étude de cas parfaite de ce que serait la relation idéale pour Trump. Autrement dit, on leur dit qu'ils ne peuvent avoir qu'un seul partenaire parmi les grandes puissances, car les Européens ne devraient pas se rapprocher trop de la Russie, de la Chine ou de toute autre grande puissance. Et une fois qu'ils n'ont plus que les États-Unis, ils doivent danser au rythme de Washington. Mais oui, c'est déconcertant, car depuis l'élection de Trump, les Européens disaient qu'ils allaient rester unis, rester forts, ne pas tolérer ces pitreries. Mais dès qu'il a claqué des doigts, ils se sont tous inclinés. Mais je pense aussi que cela fait partie de décennies de dépendance envers les États-Unis, sur le plan économique, en matière de sécurité et pour l'ensemble de l'identité politique de l'Occident. Il serait très difficile de préserver tout cela sans que les États-Unis en soient le centre. Je pense qu'il s'agit simplement d'un manque d'imagination et de volonté politique, et du fait de traiter la multipolarité comme une politique plutôt que comme une réalité effective dans la répartition du pouvoir. Mais encore une fois, maintenir la relation actuelle avec les États-Unis ne signifie pas qu'elle restera inchangée, car les États-Unis, bien sûr, devront eux aussi se comporter différemment. Ils doivent accorder moins de priorité aux Européens. Ils doivent se concentrer sur d'autres enjeux. Je pense donc qu'ils s'accrochent à l'idée de recréer les années 1990, même si les conditions pour cela ont depuis longtemps disparu. Oui, j'avais juste une dernière question. Cependant, comment évaluez-vous les efforts de paix de Trump? C'est l'un des sujets dont il est le plus fier. Il affirme mettre fin à toutes les guerres dans le monde et vouloir le prix de la paix. De Gaza aux négociations avec la Russie, comment évaluez-vous cela? Parce que parfois, on a l'impression qu'au mieux, il cherche une pause ou une occasion de se réorganiser. Je ne suis pas tout à fait sûr de bien comprendre Trump, car parfois, il semble vraiment vouloir mettre fin à la guerre. D'un autre côté, il semble parfois que sa vision de la fin de la guerre impliquerait tout de même une forme de victoire, que l'Ukraine reste un front contre la Russie. C'est très difficile à interpréter pour moi cependant. Exactement. Je pense que c'est difficile pour nous tous. Je veux dire, nous devons tous faire preuve de bienveillance envers nous-mêmes lorsque nous essayons d'évaluer cette présidence et cette administration, parce que nous avons affaire à une figure sans précédent. C'est un homme qui n'a aucune loyauté envers l'infrastructure qui le maintient au pouvoir. Je veux dire, avec un Obama, un Bush, un Biden, peu importe, on pouvait, avec peut-être 80% de certitude, comprendre quelles décisions ils prendraient, que ce soit en raison de leurs décisions passées, de leur vision du monde, de celle de leur parti ou des institutions dont ils sont issus. On pouvait généralement comprendre où ils allaient aller. Avec Donald Trump, ce n'est pas du tout le cas. Et donc je pense que nous devons être indulgents envers nous-mêmes lorsque nous essayons de l'évaluer. Sa vision de la guerre est schizophrène. Je crois vraiment que lorsqu'il est entré en fonction ce mandat-ci, qui s'est tenu dans la rotonde du Capitole, qu'il a prêté serment et prononcé son discours inaugural, il a réellement ressenti ce désir d'être un artisan de la paix. Il veut vraiment être connu dans l'histoire comme l'homme qui a parcouru le monde pour instaurer la paix. Je pense que c'est un désir réel et légitime. De l'autre côté, il y a cette dualité que vous savez, nous avons tous dans nos vies,
celle d'un homme qui aime le militarisme, qui aime le pouvoir. Vous savez, on fait référence à la célèbre citation de Dostoïevski sur le fait que le pouvoir et le sang sont enivrants. Et je pense que ce genre de montée d'adrénaline, cette soif, est à l'origine de son désir d'avoir un défilé militaire à Washington, D.C., le jour de son anniversaire. Il aime ce genre de choses. On voit ses appels à la guerre, que ce soit au Venezuela ou au Nigeria, sa volonté de menacer d'autres nations. Tout cela se produit en même temps, souvent le même jour, alors même qu'il se présente comme ayant mis fin à tout cela. Je ne sais pas à combien il en est maintenant. 8 guerres ou quelque chose comme ça, non? Vous savez, la plupart d'entre elles ne sont pas... Enfin, je pense que cela revient à l'idée qu'il voit des choses qui n'ont pas de sens. Ces guerres, ces massacres, ce gaspillage de ressources, il les voit, et cela n'a pas de sens, parce que cela n'a effectivement pas de sens. Ces guerres sont irrationnelles. Et pour tous ceux d'entre nous qui comprennent que la paix est bien plus prospère que la guerre, il le comprend aussi. Mais ensuite, il y a son propre engagement personnel là-dedans, où les questions de tempérament, d'ego, de pouvoir et de sang sont des aspects enivrants. Ce désir de tout contrôler. Et donc, s'il ne peut pas obtenir la paix, alors il fera la guerre. Et vous savez, je veux dire, je pense que c'est finalement quelque chose avec lequel nous allons devoir composer tant qu'il sera en fonction. Cette incapacité à vraiment déterminer ce qu'il va faire, quelle direction il va prendre avec tout cela. Il est malléable, bien sûr, et il l'était beaucoup lors de sa première administration. Je veux dire, cette idée selon laquelle la dernière suggestion qu'il entendait était celle qu'il allait suivre. Je pense que ça a beaucoup compté dans la façon dont il a dirigé la présidence la première fois. Cette fois-ci, pas autant, je crois. Je pense qu'il est beaucoup plus déterminé maintenant dans ses désirs. Mais vous savez, quand on regarde les gens qui l'entourent, ce sont tous des personnes belliqueuses. Lorsqu'il s'est adressé aux Nations Unies, les Américains assis dans le public étaient, vous savez, Michael Waltz, Marco Rubio, Rick Scott, DeSantis. Ce sont tous des néoconservateurs. Ce sont tous des faucons, des hommes qui ne veulent pas la paix avec la Russie. Ils veulent la victoire sur la Russie. Vous savez, il a Marco Rubio qui lui murmure à une oreille des choses sur un changement de régime au Venezuela, et Stephen Miller qui lui murmure à l'autre sur la nécessité de mener des actions violentes à travers l'Amérique latine afin de soutenir leurs efforts intérieurs concernant l'ICE et tout le reste. Donc oui, je pense que nous allons avoir du mal, ou que nous avons déjà eu du mal, et que cette période difficile va se poursuivre tout au long de cette présidence, à comprendre où il veut aller. Oui, non, j'ai souvent la même impression, qu'il veut effectivement la paix, mais qu'il la veut à sa manière, la paix idéale, selon ses propres conditions. Et c'est le type parfait pour obtenir cette paix, parce qu'il sait, tu vois, comment conclure les grandes affaires. C'est, tu sais, la négociation, c'est son grand truc. Mais on dirait que son approche principale repose toujours sur de bonnes relations personnelles avec les autres dirigeants, puis sur la force de son leadership, ce qui se traduit souvent par une pression maximale. Donc, tant qu'il peut suivre cette voie, je pense que même avec l'Iran, il voudrait un accord, mais encore une fois, pas celui que d'autres ont conclu, parce qu'il peut obtenir le vrai, le bon accord. Je pense simplement qu'il est très difficile de transposer une partie de cette expérience, encore une fois, l'expérience de la négociation immobilière, à la politique, car lorsqu'on se retrouve face à de grandes puissances qui considèrent ces questions comme existentielles, exercer une pression maximale est souvent contre-productif. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps et j'espère que vous pourrez revenir dans l'émission. Merci. Merci Glenn,